Nous voici sur l'avenue Bourguiba. Celle-ci et ses rues perpendiculaires sont bondées de snacks, de bars. Vers 21h, les Tunisois viennent boire un café, déguster des pâtisseries, manger une crêpe fourrée au chocolat. Nous quittons l'une des artères principales de la capitale pour nous rendre aux portes de la Médina. Depuis quelques années, d'anciens palais sont restaurés pour être transformés en hôtels ou en restaurants. C'est le cas de cet établissement tenu depuis 3 générations par la même famille. Le rez-de-chaussée est composé de petits salons. Le restaurant, lui, est à l'étage. Dans les cuisines du Dar El Jeld, on prépare les briques, des pâtes feuilletées et fourrées avec de l'œuf, du poisson ou de la viande, frits et servis en entrée. De l'autre côté de la cuisine, l'agneau, les poissons mijotent et sont servis avec plusieurs variétés de couscous. L'objectif de la maison, c'est de sauvegarder le patrimoine culinaire surtout. C'est-à-dire on n'a pas essayé de changer nos plats, ni de les mettre au goût du jour, c'est de représenter nos plats comme à la maison, à l'identique. Et pour cette raison, on a décidé de travailler principalement avec des femmes. La plupart, c'est des femmes qui n'ont jamais fait de la restauration, c'est-à-dire notre chef de cuisine et notre pâtissière. Ce sont 2 femmes qui savent très bien recevoir chez elles au départ. Et ils ont décidé de travailler, c'est des membres de la famille, soit par alliance, sinon vraiment de la famille. Ils ont décidé de travailler avec nous pour qu'on ne perde pas nos traditions culinaires surtout. Pour conserver la notion de tradition, les entrées jusqu'au dessert sont préparées uniquement dans les cuisines du restaurant. C'est les légumes de saison, c'est les fruits de saison, c'est-à-dire on n'a pas de conserve, on n'utilise pas de tout ce qui est produit surgelé, congelé, tout ça, ça n'existe pas. Et particulièrement à Dar El Jeld, tout est fait maison. C'est-à-dire même les feuilles de briques, c'est fait maison, c'est pas industriel, les épices, on essaie de faire comme à la maison. Le lendemain, nous traversons le marché central de Tunis, qui se situe à quelques pas de l'avenue Bourguiba. C'est ici que tous les matins, les fruits, les légumes, les poissons et les fruits de mer sont achalandés. Thon, espadons, moules, crevettes, rougets, dorades font partie du menu quotidien des Tunisiens. Les Tunisiens aiment bien les poissons. On mange bien les poissons. Aussi bien c'est le moment de l'espadon maintenant, le moment de Miro, on le travaille en tranches, aussi bien les chiens de mer. On a tout. Vous les pêchez où ces poissons? La plupart du sud. C'est au Guebes, Sfakas, aussi à Bizerte. C'est pas loin d'ici, presque 60 km de la Tunisie. De Mahdeya, près de Sousse, presque 150-160 km de Tunisie. La Méditerranée? Bien sûr, oui. Nous voici maintenant dans la Médina, le cœur de la capitale. Bâti au 8e siècle, l'ensemble arabo-mauresque s'est développé autour de la grande mosquée, Es Zitouna. Depuis 1979, la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cœur de la Médina, la grande mosquée de l'Olivier, le cœur religieux et culturel de Tunis, dont la construction remonte à la naissance de la ville musulmane au 8e siècle. La grande mosquée est entourée de souks. Les ruelles sont remplies de ces petits commerces où sont vendus épices, bijoux, cuir, tapis, souvenirs pour les touristes. Nous voici dans le souk des Chéchia, cette pipao introduite dans le pays par les musulmans andalous chassés d'Espagne au XVIIe siècle.
À quelques kilomètres de la Médina, nous voici à l'ouest du centre-ville, dans le splendide musée national du Bardo. 800 000 visiteurs déambulent chaque année au cœur de la plus belle collection de mosaïques romaines au monde. Divisé en 6 départements, préhistoire, punique, romain, chrétien, arabo-musulman et fouilles sous-marines de Mahdia, ce musée présente des œuvres sublimes, comme le triomphe de Neptune, réalisé au second siècle de notre ère. Trouvé à Sousse, sur la côte tunisienne, l'œuvre s'étend sur 137 mètres carrés. Elle est composée de plus de 2 millions de mosaïques. Autre pièce unique au monde, et logée dans l'une des plus belles salles du musée, c'est la représentation du grand poète latin Virgile, entouré de ses 2 muses, Clio et Melpomène. Nous quittons la capitale, direction le sud, vers Kérouan. En traversant les plaines de la Medjerda, parsemées d'oliviers, nous croisons des villages comme Teboursouk, qui bordent la route. Aujourd'hui, comme tous les matins d'ailleurs, c'est le jour du marché. Les dattes, les figues, les pommes, les oranges, les poires sont vendus comme les tomates, les carottes, les haricots, les choux-fleurs et bien d'autres légumes de la région. Tous les jours, on fait les marchés comme ça, voilà. Nous, on travaille, on amène les légumes et tout ça de loin, 200 km, 150 km, et après, on a vendre ici. On a aussi une culture de légumes ici, partout, un peu de tout, voilà. Alors les hommes, ils vendent, ils viennent acheter, et les femmes, elles cuisinent alors? Oh, ouais, bien sûr, ils travaillent aussi. À la terre, on travaille. C'est l'égalité, c'est kiff-kiff. À quelques kilomètres de là, perché sur une colline qui domine la vallée, voici Douga, l'une des plus majestueuses cités antiques dont les premières fouilles débutèrent en 1882. Le site s'étend sur 25 hectares. Il comprend le mausolée, dédié à un prince numide. Celui-ci date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Plus haut, voici le théâtre, érigé en 166, qui accueillait jusqu'à 3500 personnes. Les thermes d'été et d'hiver sont logés à quelques pas de la place du marché, qui précède le Capitole, l'un des plus beaux monuments romains d'Afrique du Nord, dédié à la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. Ce site exceptionnel dissimule bien d'autres trésors, comme les arènes de la cité, qui n'ont pas encore été déterrées. Nous voici à Port El Kantaoui. La station balnéaire s'articule autour du golfe et de la marina. C'est aussi un haut lieu de l'hôtellerie et de la thalassothérapie. La Tunisie est devenue la 2e destination mondiale pour la pratique de cette activité. La plupart des nouveaux hôtels proposent désormais un espace bien-être à leur clientèle, comme par exemple à Yasmina Mamet, au nord de Port El Kantaoui. Cette nouvelle station touristique compte des hôtels de luxe, des boutiques et une marina qui peut accueillir des bateaux de 110 mètres. C'est aussi dans cette station que l'on trouve l'un des meilleurs restaurants de la côte, la Bouillabaisse. En cuisine, les poissons sont accompagnés d'une testira, un mélange d'œufs, de tomates et de piments. Mais la spécialité du restaurant, c'est l'agneau à la gargoulette. Les morceaux d'épaule sont cuits avec du safran, du sel, du poivre et des pommes de terre, puis déposés dans cette gargoulette en terre cuite. Le chef la prépare selon la recette berbère, sauf pour la cuisson, car dans les villages du sud du pays, d'où provient cette recette traditionnelle, la gargoulette cuit dans un trou rempli de braise pendant 4 heures. Au moment de servir, on casse la gargoulette, c'est signe de convivialité, et l'on dit même que cela éloigne le mauvais œil. Avant de quitter la côte, petit détour à Sousse pour évoquer l'or jaune du pays, l'huile d'olive. Nous voici dans le musée de l'Olivier. Ce sont les Phéniciens, les fondateurs de Carthage au IXe siècle avant Jésus-Christ, qui introduisent la culture de l'olivier, développée par la suite à grande échelle par les Romains. Aujourd'hui, l'olivier couvre le tiers des terres cultivées dans le pays. La Tunisie est l'un des premiers pays exportateurs d'huile d'olive au monde.
Sur la terrasse du musée, une dégustation d'olives et d'huile d'olive vous sera proposée. En Tunisie, vous trouverez sur toutes les tables des galettes ou du pain que l'on trempe dans l'harissa et dans l'huile d'olive en attendant l'arrivée des plats. Si l'olivier est répandu dans une grande partie du pays, la vigne, c'est au nord de la Tunisie qu'on la trouve. Depuis quelques années, la production vinicole est en plein essor. Une dizaine de marques sont apparues, à l'image de l'une des plus prestigieuses du pays, le domaine Néferis, qui élabore des vins rosés, blancs et rouges, en collaboration avec le domaine sicilien Calatrasi. Chez nous, à Domaine Néferis, on travaille exclusivement les rouges avec du Carignan, qui est, on peut dire, le cépage autochtone tunisien. C'est des vignes qui ont entre 50 et 60 ans. C'est des vieilles vignes qui donnent un résultat extraordinaire. Quantité très peu, mais la qualité extraordinaire. C'est très concentré en fruité, en couleur, en arôme. Et c'est exclusivement notre produit phare. Ensuite, on a aussi de la Syrah. Pour les blancs, on a du Chardonnay et du Pedro Jiménez, qui est aussi un cépage, qui sont des cépages importés, quoi. Nous, on a une production annuelle qui varie entre 7000 hectolitres et 8000 hectolitres. 70% de cette production part à l'étranger, parce que nous sommes une société exclusivement exportatrice. Le 30%, le gouvernement nous permet de le commercialiser en Tunisie. Donc, la majorité part à l'étranger, donc ou bien en bouteille, et on vend aussi en vrac, un petit peu en vrac. Nous terminons notre escapade à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tunis, à Sidi Bou Saïd. Ce village, jardin blanc et bleu, ce lieu féerique, source d'inspiration pour des artistes de renom qui l'ont immortalisé à jamais. C'est ici que nous quittons la Tunisie, un pays coloré, riche par sa culture, splendide par ses paysages, mais surtout attachant grâce au sourire et à la gentillesse de ses habitants.